Bonjour chers auditeurs de Radio Gina. Plusieurs personnes, notamment les jeunes, ont du mal à s'aimer et à s'accepter telles qu'elles sont, développant ainsi des complexes. Au cours de l'adolescence, nous le savons, le corps change, le corps se transforme et beaucoup vivent très mal cette période. Ils se sentent non seulement mal à l'aise, mais sont parfois victimes de moqueries, d'insultes et de critiques sur leur corps. Alors, quelle solution pour ces jeunes en période de crise? Nous en parlons dans ce nouveau numéro de votre émission et nous, avec les invités du jour. Il s'agit de Céline Agbechou. Bonjour, Ishak. Bonjour, elle est étudiante à la FASEG à l'université de Lomé, et Benjamin Somali Olou, qui est acteur culturel et amoureux des livres. Je suis Meshak Niaro, cher invité, bonjour. Bonjour. Bonjour Céline, bonjour Benjamin. Bonjour Meshak. Alors, quelle est la définition d'un corps parfait pour vous? Pour moi, un corps parfait, c'est un corps dans lequel on se sent bien, épanoui et en paix. C'est tout. C'est ce que je peux dire par rapport à un corps parfait aujourd'hui. D'accord. Un corps parfait, c'est le corps dans lequel on se sent épanoui. Est-ce que vous êtes d'avis, Benjamin? Oui, je crois que je vais accepter, valider la définition, sinon l'assertion de Céline. Et ce que je voudrais ajouter, c'est le corps dans lequel l'esprit se sent tranquille. C'est ce que je voudrais ajouter. Le corps qui permet à l'esprit de se sentir tranquille. C'est ce que j'appellerais corps parfait, si vous voulez. Donc, on retiendra qu'un corps parfait, c'est un corps dans lequel un esprit a une certaine tranquillité. Oui. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut cerner la notion de complexe chez les adolescents? Oui, quand on parle de complexe, cela voudrait dire qu'il y a construct, c'est-à-dire on a remarqué qu'entre-temps, il y a le pôle positif ou le pôle négatif, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est peut-être noire et une partie blanche, ce qui voudrait dire qu'il y a eu un recto et un verso. Tout cela pour expliquer à nos très chers auditeurs que quand on parle de complexe, cela voudrait dire qu'on se compare, c'est qu'il y a déjà deux choses qui ne sont pas les mêmes. Et donc, on va dans le champ ou encore sur le terrain de la comparaison pour voir ce qu'il y a de l'autre côté qu'il n'y a pas ici. S'il n'y avait pas la comparaison, je pense qu'on ne parlerait pas de complexe. Sûrement que vos questions vont nous amener là, mais je vais peut-être anticiper si vous le permettez. Parlant de complexe, on va donc distinguer celle qui est inférieure à celle qui est supérieure. On parlera donc de complexe d'infériorité et de complexe de supériorité. Et donc, quand je suis supérieur ou quand je me sens supérieur à quelqu'un, cela voudrait dire déjà, d'ores et déjà, que je me suis comparé à la personne. Les mathématiques qu'on faisait au cours primaire nous expliquaient mieux cela en ces termes où on disait comparer X et Y, mieux comparer 6 et 9. Et nous disons généralement que 6 est inférieur à 9, 9 est supérieur à 6. Cela voudrait dire qu'il y a deux choses et on essaie de les comparer, on voit les divergences et c'est surtout au niveau des divergences qu'on parle de comparaison. Alors Céline, comment est-ce qu'on comprend la notion de complexe? Pour moi, quand on parle de complexe, ça nous ramène directement à la notion de conformité. Donc, il y a forcément un level de conformité par rapport à quelqu'un, à la société, à un membre de notre famille ou qu'importe. Et comme Benjamin le disait, on se compare à ce level de conformité là, et quand on y est en dessous, on se dit ah bah tiens, je ne corresponds pas à ça, donc je commence à me complexer, à avoir honte de ce détail là qui fait que je ne suis pas conforme à ceux à qui je me compare. Voilà. D'accord. Tu continues, Céline. Oui. On constate que beaucoup surtout les adolescents, sont de plus en plus complexés par peut-être leur physique, par leur apparence. Qu'est-ce qui provoque ce complexe-là? Alors, je crois que ça vient de beaucoup de paramètres. Déjà, il y a la comparaison par rapport aux autres de leur âge. On le disait tout à l'heure, pendant l'adolescence, le corps change. Le corps se transforme, il y a beaucoup de choses qui viennent et qui partent. Alors, il se peut que pendant l'adolescence, je prends l'exemple d'une jeune fille lambda, et il se peut que durant l'adolescence, elle prenne beaucoup trop de poids et qu'une autre ne prenne pas de poids, mais plutôt s'amincisse et son corps devient beaucoup plus, comme on le dit actuellement, beaucoup plus Coca-Cola que son corps à elle. Et
tu verras que pendant l'adolescence, on a tous les hormones qui bouent. Oui. Donc, elle se rend compte que la plupart s'intéressent à la fille qui a le corps mince, affiné et tout, et qu'on on ne s'intéresse pas vraiment à elle, ou quand on s'intéresse à elle, c'est par moquerie, pour lui demander pourquoi tu grossis comme ça, pourquoi tu maigris pas, et ça commence de là, le complexe. Après, il y en a d'autres, c'est pas par rapport au physique, c'est par rapport à un paramètre peut-être intérieur, par rapport à leur caractère ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que ça vient d'un peu partout, mais c'est surtout en se comparant aux autres de notre âge qui ont grandi aussi avec comme on griffe les mêmes réalités, mais qui n'ont pas eu les mêmes différences que nous. Les mêmes changements. Voilà. D'accord. Alors, Benjamin, pour toi, qu'est-ce qui provoque les complexes chez les adolescents, chez les jeunes? Le complexe, je voudrais le subdiviser en deux catégories, comme je l'avais dit cette fois-ci, pas infériorité, supériorité, mais les facteurs. Je voudrais parler donc des facteurs exogènes et des facteurs internes. Les facteurs exogènes, c'est la société, et les facteurs internes, c'est ce que la personne ressent. En début d'émission, nous avons donc dit que c'est le corps dans lequel on se sent à l'aise, ou c'est le corps dans lequel l'esprit se sent à l'aise. L'esprit, c'est tout ce qui n'est pas concret, c'est tout ce qui est abstrait. Et donc, notre esprit, d'abord, c'est notre pensée, notre conception, et puis la manière dont nous voyons les choses. Et donc, quand nous parlons déjà de complexe, cela voudrait dire que notre esprit déjà développe un certain nombre de sentiments vis-à-vis d'une quelconque personne ou encore vis-à-vis de quelque chose. Cela voudrait dire que avant qu'on ne parle de complexe, l'enfant déjà, sinon puisque vous avez voulu qu'on parle d'adolescent par exemple, l'adolescent là ou encore l'enfant si vous voulez a déjà eu à se comparer intérieurement à quelqu'un ou à quelque chose. Quand je dis quelque chose, cela voudrait dire que tout individu a un idéal, c'est-à-dire l'idéal humain qui puisse exister pour Benjamin, c'est pas l'idéal humain qui puisse exister pour Céline ou encore vous qui êtes méchante par exemple. Et donc, quand nous commençons déjà à faire ces petites comparaisons, cela nous ramène déjà vers les facteurs intérieurs qui nous font penser que nous sommes différents ou que nous ne sommes pas la même chose que autrui. Maintenant, les facteurs exogènes ou les facteurs extérieurs, si vous voulez, c'est le regard de la société. L'homme est un animal politique. Nous vivons dans la société et donc, on ne peut pas dire qu'on ne se fait pas laisser influencer par la société. Ce n'est pas possible. Et donc, les propos de tous ceux qui nous alentourent, les propos des gens qui sont dans la société, dans la famille, au service, sur la route et partout ailleurs. Notre entourage, voilà. Notre environnement social, si vous voulez, influence d'emblée, je dirais, ou directement, notre manière de nous voir nous-mêmes. L'exemple que donnait Céline, l'exemple, on ne peut plus clair, mais je voudrais quand même ajouter ceci en disant, quand vous avez un ami, par exemple, qui vous dit « je t'aime parce que », c'est parce que, et à la fin, la personne dit « mais tu as un petit détail qui n'est pas possible ». Généralement, quand c'est l'aspect moral, ça ne pose pas problème parce que l'expérience et la psychologie nous ont prouvé à suffisance avec Sigmund Freud que nous pouvons métamorphoser facilement, aisément et simplement ce qu'on appelle l'aspect moral d'un individu. Par contre, l'aspect physique, ce n'est pas possible, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. Même si aujourd'hui la chirurgie défie les lois, je dirais, de la nature ou encore de la médecine, cela n'est pas évident. Combien de personnes ont la possibilité de subir ces opérations chirurgicales aujourd'hui? Et donc, ces deux facteurs-là qui, en nous, d'abord, nous fait dire que non, je ne suis pas la même chose que celui-là. Il y a quelque chose qui manque chez moi. Le complexe est souvent inférieur. Quand c'est supérieur, c'est de l'ego et on n'en parle pas. D'accord. Alors, vous avez, vous deux, parlé de conformité. Vous avez parlé de facteurs exogènes et notamment de comparaison. Nous y reviendrons. Mais Céline, j'ai une question. Est-ce qu'il est vrai que les jeunes filles sont beaucoup plus préoccupées par leur apparence que les jeunes garçons? Oui. Je pense que dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, en tout cas personnellement pour la société qui m'entoure, mon alentour direct, oui, je crois que les filles sont surtout plus exposées aux complexes que les garçons. Parce que les femmes, tu vois, déjà on est dans une société qui n'arrange pas forcément les femmes. Et les femmes reçoivent souvent des critiques comme quoi, ah bah écoute,
il faut que tu sois ci, il faut que tu sois ça, tu es une femme, tu dois te marier, tu dois plaire, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et donc, il y a un certain poids psychologique qui fait que tu commences à te dire, mais moi, je ne suis pas comme tel. Alors, ça veut dire que je ne pourrais pas avoir ci. Et ça impacte beaucoup plus. Alors que les garçons, on leur donne une certaine liberté, si je me le permets. On leur donne une certaine liberté. On se dit, écoute, et tu écoutes ça un peu partout aujourd'hui, surtout avec les réseaux. On dit qu'importe le garçon, il suffit qu'il ait l'argent, il aura ce qu'il faut. C'est simple. Donc la pression, c'est beaucoup plus chez les femmes. Oui, c'est ce que moi j'ai remarqué quand même. Benjamin, tu me diras. Oui, on ne peut plus clair et puis c'est une vérité, elle est très évidente. Vous savez, la société africaine a imposé un certain nombre de valeurs. Quand vous êtes une fille et que vous déclarez votre flamme à un homme, ce n'est pas un crime, mais la société ne conçoit pas cela comme normal. Et généralement, ce sont les jeunes garçons qui vont vers les jeunes filles. Et tu portes à croire que les jeunes garçons ont la priorité sur ce qu'on appelle la forme. Et si vous allez, par exemple, parler de complexe au niveau des jeunes garçons, vous allez remarquer que si quelque chose préoccupe le jeune garçon, c'est ce qu'on appelle généralement les tablettes de chocolat. Il va dire, voilà, les abdos. Il va dire, ça, je fais beaucoup d'efforts, mais ça ne sort pas. Entre garçons, c'est ce qu'on se dit souvent en adolescence et tout, mais même dans le jeune âge et tout, c'est ce qu'on se dit. Par contre, la fille, vous allez voir, d'abord, elle se préoccupe de la morphologie. En dehors de la morphologie, elle s'occupe aussi du teint, parce qu'il y a des garçons qui ont des anecdotes aussi bizarres, qui chosifient, et moi, ma foi, ça chosifie la femme, qui disent par exemple, moi, j'aime les femmes teint clair, j'aime les femmes teint tel, ainsi de suite, ébène et tout ce qui va avec. Déjà, ces préférences masculines mettent une pression assez forte sur la dame ou encore la fille. Ça oriente la façon dont la femme se voit. Oui, et surtout, c'est le pourcentage en réalité qui oriente. Si par exemple, parce que nul besoin de rappeler que les hommes, quand on prend 100 hommes par exemple, on a 90% qui ont une forme, c'est-à-dire qui aiment une forme. C'est-à-dire quand vous prenez, je m'explique mieux, quand vous prenez par exemple 200 hommes, bien 100 hommes, et vous leur demandez, vous avez 3 catégories de filles, la morphologie elle est différente, les autres choses sont différentes, et vous leur demandez, vous les prenez un à un, et vous leur demandez quelle fille vous préférez, pas le comportement, c'est-à-dire l'aspect physique, vous allez voir que beaucoup vont opter pour une catégorie de filles. Et c'est tout à fait normal. On ne va pas obliger quelqu'un à aimer ce qui ne lui plaît pas. C'est ce pourcentage, j'allais dire, c'est ce pourcentage-là qui amène maintenant les filles à ressembler au pourcentage voulu, puisqu'il y a la ménopause aussi qui attend aussi. On ne va pas perdre du temps. Tout le monde veut ressembler à la forme, à la corpulence, à la morphologie, si vous voulez, que tout le monde, sinon la majorité, voudrait avoir pour pouvoir se faire choper facilement. C'est l'idée qui est cachée derrière ces genres de complexes, généralement. D'accord. Parlons des hommes. Est-ce que parfois, c'est pas parce que nous sommes dans une société où on demande plus à l'homme ne doit pas trop parler, il doit avoir montré une certaine supériorité qu'il semble que les hommes n'ont pas de complexe? En réalité, non. Vous savez, je venais de donner un exemple qui semble banal. Je parlais des tablettes de chocolat qu'on appelle communément, mais qui en réalité on parle d'abdos. Vous allez remarquer qu'en dehors de cela, il n'y a que l'habillement. C'est-à-dire quand vous arrivez dans un endroit. Puisque les complexes sont liés aussi à ce qu'on appelle la séduction. Quand vous arrivez dans un endroit, la société, que vous le voulez ou non, vous détermine votre rang social par votre habillement. Et donc, un homme, quand vous devez être jugé de séduisant ou d'élégant, on voit déjà votre habillement. Si vous êtes présentable, c'est vrai, la dame ne viendra pas vous dire que vous êtes bien habillé, vous êtes élégant, mignon et tout ce qui va avec. Puisque la société, je l'avais dit, ne l'admet pas comme valeur normale. Toutefois, ça déjà intéresse. Par contre, au niveau de la dame, vous allez voir un homme, par exemple. J'ai un ami qui sûrement, je lui ai dit de nous suivre, qui serait en train de nous suivre actuellement. Il a l'habitude de dire, il compare les femmes, sinon les jeunes filles, à un téléphone portable. C'est vrai que c'est chosifiant, mais il dit, par exemple, tu vas entendre des fois où il dit, l'écran est bon, mais l'habillage n'est pas bon. Il va dire les touches sont bonnes, mais la batterie n'est pas bonne. Et parfois, moi, je lui pose la question, c'est quoi tu appelles encore la batterie? Et il va te dire cette partie. Tu vois, avec quelqu'un comme ça, par exemple, il y a beaucoup de pression. Par contre, tu ne vas pas, quand tu causes, bon, moi j'ai l'habitude j'ai plus d'amis filles que d'amis garçons. Quand tu discutes avec les filles, tu vas voir que
la dame ne complique pas les choses. Les femmes ne veulent pas l'idéal d'homme. C'est-à-dire l'idéal d'homme, c'est plus côté comportement. Au niveau des dames, elles veulent plus que l'homme soit quelqu'un de tel, de bien, qui s'occupe d'elle, protecteur et tout. Oui. Par contre, l'homme se fie plus à l'apparence. Voilà pourquoi certains ont l'habitude de dire que c'est la forme, c'est la beauté qui gagne le cœur, qui gagne l'apparence ou l'attirance d'un homme, mais c'est le comportement qui va plus jouer par après. Donc, l'homme se fie déjà à l'apparence comparé à la femme qui, juste des petits détails, ça l'intéresse. D'accord. Céline a envie d'ajouter quelque chose? Oui, je voulais faire un ajout. Alors, on parlait des complexes des garçons. C'est vrai que il a raison, Benjamin, en disant que c'est surtout par rapport à l'habillement et aux abdos. Oui. Après, je remarque quand même quelque chose auquel j'aimerais quand même mettre ça en exergue. Il y a beaucoup de garçons actuellement qui complexent aussi par rapport à leur forme. Donc, tous les garçons ne sont pas minces. Tous les garçons, c'est vrai, n'ont pas d'abdos, mais ils ont quand même une corpulence, comme la société le dirait, exemplaire. Mais il y a aussi des garçons qui sont en surpoids, qui sont obèses et sûrement jeunes, qui voudraient avoir des relations, mais qui se font rejeter parce que, écoute, tu es gros et je ne veux pas de garçon gros. Et j'en ai écouté parler et je pense que c'est quelque chose que nous négligeons alors que ça ne devrait pas être négligé. Ce n'est pas mal d'être gros. Oui. C'est vrai qu'être en surpoids ou être obèse, c'est dangereux pour la santé, oui. Mais en vrai, ce n'est pas un crime. Mais ces garçons-là commencent à complexer. J'en connais un qui est incapable de porter un t-shirt. Il est toujours en jogging, pullover oversize, toujours à se cacher, à cacher son corps. Alors que moi, je le trouve personnellement beau. C'est vrai que ce n'est pas... mais je le trouve quand même beau, je veux dire. Il peut faire des efforts parce que il peut faire des efforts pour être dans un corps pas mince, mais qui lui plaît à lui. Oui. Mais il est tellement complexé par ce que les gens lui disent dehors, quand il sort, quand il marche, qu'il préfère totalement cacher son corps. Oui, parlons de cet exemple-là qui m'intéresse beaucoup. Est-ce que c'est parce qu'il ne se sent pas bien dans son corps ou c'est le regard des autres qui fait qu'il n'est pas à l'aise avec son corps? Alors, moi, je pense que ça a commencé avec le regard des autres et ensuite, c'est devenu personnel. Parce que notre plus grand ennemi, ce sont nos pensées. Et à chaque fois que quelqu'un te dit dehors, tu es gros quand même, hein? Tu as tout commencé. Oui. Après, tes pensées te ramènent ça, tu te dis, c'est vrai, je suis gros. Ah, c'est vrai que par rapport à telle personne, je suis gros. Et la pensée te tracasse, et après, ça devient un complexe, ça devient quelque chose qui ne te quitte plus. Ça reste forcément dans ta tête, ça devient... Voilà. D'accord, Benjamin. Au-delà du regard des autres, il y a des remarques incessantes, des personnes que j'appelle des pèse-personnes. Aussitôt qu'on te voit, on remarque que tu as maigri, tu as grossi, tu as noirci. Et ces personnes-là font qu'il arrive que souvent les ados, quand ils sont en train de grandir, changer, ont des complexes. Qu'est-ce qu'il faut faire face à ce genre d'attitude? Face à ce genre de comportement, il faut d'abord que les gens cultivent la confiance en soi. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde très hypocrite où vous n'allez pas voir assez de personnes vous apprécier à juste valeur. Peu sont ces gens qui vont vous dire ce que tu fais, tu le fais bien, comment tu es, je l'apprécie, j'aime bien ceci, j'aime bien cela. Surtout qu'on confond aussi les remontrances positives à des flatteries. Et donc, vous devez vous-même en fait, le narcissisme s'avère important. C'est-à-dire, vous devez d'abord à vous-même vous dire, je suis mignon, je suis élégant, je suis tel. Je suis beau. Je suis beau. En fait, j'aime bien la chanson de ce jeune homme-là. Il y a une chanson qui dit, je vais le dire en français, qui dit qu'il est beau à sa manière. Oui. En fait, c'est une manière pour donner du courage à ces gens de personnes, de consolider un certain nombre de confiance en ces gens de personnes qui n'arrivent pas à voir en fait la beauté ou encore la particularité qu'ils ont. Il suffit juste que les gens aillent dans le domaine scientifique pour comprendre que notre empreinte digitale est personnelle et unique. Oui. Vous n'allez pas voir deux personnes avoir les mêmes empreintes. Ce n'est pas possible. Ce qui voudrait déjà dire que tout individu, toute personne sur Terre est particulière. Cette personne, elle est très particulière et elle ne peut pas être comparée à une autre personne. C'est parce que entre-temps aussi, on a cette partie de nous qui me dit que
il faut comparer, il faut se comparer à quelqu'un et tout. Et donc, quand on cultive déjà cette confiance en soi, on ne se permet plus ces genres de comparaisons exagérées. Puisque vous savez déjà que vous avez l'essentiel, puisque vous savez déjà que vous avez ce que tout le monde souhaiterait voir. Ça ne vous complexe plus. Maintenant, quand nous quittons nous-mêmes, nous devons aussi savoir que c'est nous qui amenons les autres à se complexer par nos propos. Et donc, au lieu par exemple de faire des remarques déplaisantes comme tu as pris la forme, tu es devenu apouchou, pourquoi ne pas dire à la personne par exemple ce size là te va bien maintenant. La personne ne va pas se sentir complexée inférieurement, insultée parce que la personne va dire j'ai changé de... Parce que quand nous changeons de morphologie, nous le remarquons nous-mêmes parfois, et quand la personne vous rappelle que non, cette nouvelle morphologie te permet de bien porter. Moi récemment, j'ai un habit que j'ai acheté il y a de cela 2 ans que je n'ai plus porté. Je voulais réessayer l'habit et ça m'allait comme un gant. Voilà, comme un gant, comme on a l'habitude de le dire. Et je devais sortir avec une amie pour aller à quelque part. Et elle me disait, l'habit là va très bien maintenant. En fait, ça m'a beaucoup plu, il faut que je le dise. Et par après, j'ai essayé de chercher une photo que j'avais prise pendant que je portais cet habit. Et je me suis senti très content. Vous voyez, cette remarque-là pouvait être faite autrement et que ça allait systématiquement me blesser. Parce que l'expérience a prouvé quoi, je reviens encore, je cite à juste titre Freud qui disait que tout ce que nous envoyons comme propos dans la conscience de tout être humain est métamorphosé, transformé et envoyé dans le subconscient qui multiplie cela. C'est comme vous allez dans les opéras et qu'il n'y a pas des gens. Quand vous dites quelque chose, la salle joue l'écho. L'écho ramène encore ces informations. Et donc, c'est comme cela que ça se passe dans la tête d'un individu. Quand vous envoyez une information positive, ça vient moins. C'est-à-dire, ça vient moins pour éviter l'ego. Par contre, quand vous envoyez une information négative, vous allez remarquer que cette information revient régulièrement. Raison pour laquelle, quand vous querellez avec quelqu'un, quand vous quittez la personne ne calme pas ses ardeurs aussi subitement. C'est pour cette raison que nous devons tout d'abord éviter donc de contrôler ce qu'on dit, les propos. Contrôler donc les propos. Et maintenant, pour finir, il faut aussi une éducation qu'on appelle communément le mind education. C'est-à-dire, il faut que la société nous apprenne à avoir confiance en nous. On nous a appris à manger, on nous a appris à pédaler le vélo, on nous a appris à conduire une voiture. Je ne sais pas pourquoi on ne va pas nous apprendre aussi cela. Il faut qu'on nous apprenne aussi cette manière-là qui est la confiance en soi. Et donc, de nous présenter. Il faut que nous présentions la meilleure image de nous. Parfois, on est très mignon, on est très mignonne, mais on n'arrive pas à présenter cette image. Vous allez voir, il y a des gens qui ne sont pas, c'est-à-dire quand ils sont en cravate, ça ne passe pas. Ce n'est pas encore une affaire de complexe. C'est naturel. Quand il est en cravate, ça ne passe pas. Mais quand il est vêtu d'un boubou sénégalais, avec une broderie malienne, mais vous allez revoir et revoir encore la personne. Et donc, quand la personne vous présente cette face d'elle, vous serez obligé de l'accepter, quoique cette personne soit peut-être obèse, comme on venait de le dire, ou encore svelte et tout ce que vous voulez. D'accord. Nous reviendrons sur la notion de confiance en soi. Céline, il y a plusieurs campagnes de body positive qui ont été initiées afin d'emmener les uns et les autres à s'accepter tels qu'ils sont. Mais on s'est rendu compte que cette stratégie n'a pas marché. Elle a été sans succès. Quelle autre stratégie adopter pour que les gens puissent s'accepter et s'aimer tels qu'ils sont? Je pense que Benjamin a quand même parlé de confiance en soi, d'assurance. Et je pense que ça, c'est une très bonne méthode pour apprendre aux gens à s'accepter. Alors, je m'exprime mieux quand je prends mon propre exemple. D'accord. Alors, toi, tu as fréquenté avec moi. Tu savais que j'ai beaucoup souffert d'allergies, de varicelles et autres. Du coup, ma peau est totalement tachée avec les cicatrices et autres. Et j'ai pas une peau conforme. Je suis teint clair quelque part, teint noir quelque part, voilà, un peu plus foncé quelque part. Et c'est quelque chose qui m'a toujours très complexée. Je m'habillais toujours avec de longues jupes, des pantalons, des trucs vraiment oversize pour moi. Et ça a souvent été comme ça. À un moment, je me suis dit, écoute, je vais faire des efforts. Et j'ai commencé à porter des choses plus courtes. Seulement, quand je passe dans la rue, il y a des dames, surtout des dames, même pas des hommes, des dames qui m'appellent et qui me disent « Ah, c'est quoi ces taches-là sur tes pieds? Tu vas pas les couvrir ?» Ça
ça casse ton enthousiasme. Tu commences à te dire, donc c'est aussi moche que ça. C'est aussi moche que ça. Et j'ai commencé à en parler à ma tante. Et je lui disais, Tata, tu sais, les gens disent que ma peau, c'est pas joli et tout. Elle me dit, écoute, c'est ta peau, hein. Si c'est pas joli, on s'en fout de ce que les gens pensent. Mais c'est ta peau. C'est vrai que tu peux faire des traitements et autres pour corriger ça. Mais ça ne sera jamais à 100% clair, à 100% lisse, sans taches et tout. Il y aura forcément des taches. Accepte ça. C'est toi. C'est une partie de toi. Et même si un jour, je sais pas, par quel miracle, tu changeais de peau et que ta peau devenait idéale, ça n'effacera pas le fait qu'un jour, tu avais des cicatrices. Donc, accepte la peau que tu as aujourd'hui parce que tu es jolie comme ça. Tu es belle comme ça. C'est ta peau. Tu as grandi comme ça. Et tu ne l'as pas cherché. Ce sont des maladies, des allergies qui te l'ont ramené. Et je me suis dit, parce que je culpabilisais pour cette peau-là. Je me suis dit, c'est vrai, ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas prié pour demander à Dieu de me donner ça. Et Dieu n'a pas décidé de me donner ça. Je n'ai pas été créée comme ça. Ce sont des maladies, ce sont des inconvénients qui me les ont ramenés. J'ai commencé à me dire, ce n'est pas de ma faute. J'assume, c'est ma peau. C'est comme ça que ça est. Et si quelqu'un ne trouve pas ça joli, pas que la personne ferme les yeux. Et j'ai commencé à porter des choses qui sont un peu plus courtes. Ça ne veut pas dire que je me dévêtissais non plus. Oui. Je commençais à porter des choses beaucoup plus courtes. Et je me disais, je suis jolie comme ça. Je me regarde dans le miroir et dis, on peut déjà comme ça. Et voilà, je sortais. Et quand quelqu'un me disait encore, qu'est-ce que tu as eu? Je dis, ce sont des allergies. Mais ça va partir. Et je répondais toujours comme ça. Et cette fois-ci avec beaucoup plus d'assurance. Oui, il y avait beaucoup plus d'assurance. Parce qu'avant, quand on me faisait ce genre de remarques, tu vois, je marche et je commence à tirer ce que j'ai porté. Comme si ça pouvait s'allonger. Donc, je rejoins ce que je commençais à dire. La confiance en soi, l'assurance, c'est l'important. Il faut se parler à soi-même, s'assumer. Et quand tu t'assumes ce que les gens te disent, c'est vrai que ça te touche. Oui. Mais c'est toi qui décides du degré auquel ça te touche maintenant et de ce que tu veux faire avec ça. Voilà. D'accord. Alors Céline, par exemple, toi tu as eu un problème de peau et grâce à ta tante, au conseil de ta tante, tu as pu t'assumer, te relever. Oui. Mais au-delà de la peau, il y a des jeunes filles qui par exemple ne se sentent pas forcément à l'aise parce qu'elles sont trop sveltes. Il y en a qui utilisent des produits pour développer les rondeurs et d'autres qui prennent parfois certains produits acides pour pouvoir casser le ventre et tout. Qu'est-ce que tu penses de cette tendance? Je ne sais pas si c'est trash de dire ça, mais je pense que c'est inutile. Alors, je vais revenir à la Bible, si vous me le permettez. La Bible dit « Dieu vous a créé à son image ». Et je pense que c'est très insultant de changer sa morphologie, son corps avec lequel tu es né. C'est insultant envers ton créateur. Alors, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, qui croient à la théorie de Big Bang, je crois que c'est toujours insultant. C'est toujours insultant envers la théorie de Big Bang, d'essayer de changer ce que vous avez normalement. Pour le ventre, beaucoup disent, il faut avoir un ventre plat, il faut aussi. Vous n'avez pas besoin de prendre des produits acides, vous pouvez juste faire du sport. Moi, j'ai fait que de la planche et des abdos quand j'allais à la salle. Et ça a marché. C'est vrai, il faut être persévérant. Ça fait mal. Pas facile. Voilà. Mais au moins, quand tu fais ça, tu es fier de toi parce que les produits acides ont des retombées après sur ta santé. Et ce n'est pas forcément bien. Après, pour celles qui sont minces, franchement, laissez-moi vous dire que moi, je vous envie. Vous êtes mince. Vous êtes flexible. Vous passez partout. Mais tu peux passer entre... Je sais pas, tu peux passer par... Moi, je ne peux pas. Ne me prends pas comme exemple. Excuse-moi. Je veux dire, moi, j'aime bien la forme là. J'aime bien, franchement. Alors, je ne trouve pas que... Et puis, souvent, ça vient des garçons. Quand ils disent, tu vois sur les réseaux sociaux, ils disent, filles sans fesses, ce n'est que rune de lame. Pourquoi c'est rune de lame? Il y a des garçons qui aiment les filles minces. Je me rappelle un jour, on marchait ensemble et il y a un garçon qui nous a dépassé, qui a dit, c'est le genre de fille que j'aime ça. Tu vois comme elle est belle. Je me suis dit, non, c'est moi, même pas. Et on a rigolé. Mais voilà, rappelez-vous qu'il y a des gens qui aiment les gens minces et aimez-vous vous-même parce que vous êtes mince et c'est joli. C'est magnifique, quoi. C'est chic. D'accord, merci beaucoup, Céline. On retient qu'il faut s'aimer tel qu'on est. Alors, quand on est jeune, après avoir dépassé l'étape de l'adolescence, il est beaucoup plus facile de gérer, de supporter
supporter les difficultés et de surmonter parfois ces complexes. Mais quand on est adolescent, c'est encore très compliqué avec les hormones, on ne s'entend pas forcément avec les parents, on se cherche mentalement, on n'est pas encore stable. En cette période-là, quels sont les conseils que tu peux donner à ceux qui nous suivent? Je voudrais m'adresser à ces jeunes adolescents, à ces adolescents, leur disant ceci. Céline parlait de confiance en soi et d'assurance, mais le côté religieux n'est pas à nier. Que vous soyez musulman, chrétien ou de la religion traditionnelle, vous allez remarquer que toute religion adhère à la conception selon laquelle nous avons été créés à l'image de Dieu. Et donc, si vous n'acceptez pas que l'image qu'on vous donne, c'est même les jumeaux, vous allez voir qu'il y a des petits détails qui les différencient. Et donc, il faut que vous vous acceptiez d'abord comme étant particulière. Et donc, quand l'adolescent s'accepte déjà comme ça, il a déjà fait 50% du travail et le reste des 50%, ce sera la société qui doit contrôler ses propos et les parents. Vous savez, les parents ont un rôle très important à jouer dans cette affaire avec les adolescents et il faut que les adolescents communiquent de leurs complexes avec leurs parents. Moi, quand j'étais encore petit, j'avais un problème d'accent avec mes camarades, puisque j'ai beaucoup muté géographiquement parlant. Et quand je m'exprime dans ma langue maternelle avec mes amis de même âge que moi, puisqu'il y a des influences linguistiques, ils se moquent de moi. Mais quand je reviens dire, rapporter cela à ma mère, elle met plutôt de la confiance en me disant: tu es polyglotte. C'est ce qu'elle me dit. Elle dit: non, toi tu comprends plusieurs langues. C'est pourquoi il y a de l'interférence linguistique. Eux, ils ne comprennent que cette langue. Quand je me retrouve avec mes amis, c'est vrai que je ne comprenais pas bien la notion de polyglossie pendant que j'étais enfant. Mais quand elle me dit: c'est parce que toi tu maîtrises plusieurs langues, que quand tu parles, il y a de l'interférence. Eux, ils ne maîtrisent que cette langue. C'est normal qu'ils soient aveugles. Et quand je reviens vers mes amis, quand je parle et ils se moquent de mon accent, moi ça m'est égal. Je me dis d'ailleurs même que c'est normal, vous ne pouvez pas comprendre. Et en temps aussi, ils ont l'habitude de m'appeler le petit colon. Ils disent que ma manière de m'exprimer, que c'est différent de leur manière et tout. Vous voyez, les parents doivent comprendre que les adolescents font plus confiance en eux. Vous allez voir, les enfants tiennent ces genres de propos de leurs enseignants. Ils disent: c'est mon père qui me l'a dit, c'est ma mère qui me l'a dit. Cela voudrait dire que le papa ou encore la maman a un rôle très important joué vis-à-vis de l'adolescent. Et donc, quand l'adolescent joue déjà sa partition, en envoyant l'information que la société lui a envoyée, le parent doit donc analyser cela et faire un retour favorable à l'enfant. On ne dit pas quand même de taper sur l'ego de l'enfant en lui donnant des informations qui ne sont pas du tout réelles, mais il faut d'abord faire comprendre à l'enfant que c'est pour ceci. J'ai un ami qui était encore des adolescents. Il avait un complexe lui-même se disait qu'il était obèse. Donc il dit que non, il doit faire du sport, il doit faire ci, il doit faire ça. Pendant ce temps, moi je rappelle souvent ça aux gens que c'est en classe de terminale que j'ai pris la taille. Si tu vois mes photos d'enfance, tu ne croirais jamais que je pouvais dépasser les 1m50. Ce n'est pas possible. Mais moi-même, je ne sais pas. Et je dis aux gens, les gens disent: tu as joué du basket. Moi, je ne joue pas du basket. Je n'en ai jamais essayé. Ça ne me plaît pas du tout. J'aime d'autres choses. Et l'ami me disait: toi, lui, il était quand même obèse. Et il disait qu'il cherchait deux choses. Que s'il pouvait au moins maigrir un tout petit peu, ça allait l'aider. Même s'il n'est pas élancé comme on a l'habitude de le dire, que ce n'est pas grave. Et il me dit: qu'est-ce qui me complexe? Moi, j'ai l'habitude de lui dire: je m'aime comme je suis, que ce n'est pas grave. Et on s'était séparés quand on s'était rencontrés récemment à l'université. Il a dit: mais tu as pris de la taille. J'ai dit: oui. Il dit: qu'est-ce que tu as fait? Il dit: c'est venu naturellement. Il dit: non, il ne croit pas toujours. Je lui ai dit: en fait, il faut aussi comprendre quelque chose. Vous ne décidez pas de votre taille, vous ne décidez pas de votre forme. C'est vrai qu'il y a des astuces pour gérer ce genre de choses, mais vous n'allez pas totalement en décider. Il faut que les adolescents apprennent conscience et qu'ils savent que vous pouvez faire des exercices, mais vos parents a priori ont déjà décidé de votre taille, de votre forme. Pourquoi? Parce que la génétique. Votre famille déjà décide de votre teint, votre famille décide de votre forme. Vous ne pouvez pas voir deux Africains qui ont un enfant métis qui ressemble à un Chinois, c'est pas possible. Mais vous n'allez pas aussi voir deux Européens qui ont un enfant de teint noir totalement, c'est pas possible. Ou encore quelqu'un qui a les cheveux crépus pendant que la généalogie ne permet pas ou n'adhère pas à cela, ce n'est pas possible. Ce qui voudrait déjà dire que si nous sommes nés quelque part, il faut que nous acceptions cela. Et maintenant, par rapport toujours aux adolescents, il faut qu'ils aient des prototypes ou encore des personnes idéales qui sont bonnes.
il y a aussi des idéaux ou encore des modèles dangereux. Nous ne le savons pas aussi. Il y a ces gens d'adolescents, quand vous leur demandez à un petit, c'est qui ton héros? Il va donner un nom. Quand tu vois la forme, tu comprends que non, c'est qu'il y a problème. Il faut que l'enfant cultive un certain nombre de vertus qui l'amènent à avoir pour miroir ou encore cette personne idéale, quelqu'un qui est partagé par le bon sens. Qui a une bonne influence. Qui a une bonne influence. Quand l'enfant déjà a des choses bizarres dans la tête, qui lui sont inculquées, je reviens encore sur les parents, qui lui sont inculquées par les parents indirectement, l'enfant risque de développer un certain nombre de complexes qui va l'amener très loin. Pour finir, je voudrais donner l'exemple d'un petit que j'aidais bien dans un centre des jeunes qui me disait qu'il est complexé par le fait, il n'a que 17 ans, mais c'est un grand barbu. Et il me disait, monsieur, je suis très dérangé quand j'ai les barbes que je dois raser chaque semaine, chaque 3 jours, que ça me dérange. Et je lui ai dit, faut observer ta main. Parce que je connais bien ces parents. J'ai dit, observe ta main. Il dit, oui, maman a les poils. Observe aussi, papa. Il dit, non, c'est un grand babi. Je dis, c'est tout à fait normal que toi, tu aies des babis. Il dit, pourquoi pas les grands frères? Je dis, mais écoute, les conditions dans lesquelles sont nés tes grands frères et tout, ou encore la généalogie n'a pas autorisé cela. Il faut que tu acceptes cela et que tu fasses avec. On retient donc que les parents ont un grand rôle dans l'acceptation des enfants, que sont les parents qui apprennent aux enfants à s'aimer tels qu'ils sont. Est-ce que Céline, tu penses qu'une éducation trop stricte peut inhiber la confiance de l'enfant? Oui, totalement, carrément d'accord. Une éducation beaucoup trop stricte. Alors moi, j'entends par stricte une éducation qui manque de communication, qui manque d'échange et de partage entre parents et enfants, où on passe le temps à interdire à l'enfant, à lui dire non, ne fais pas ça, je t'interdis de faire ça, sans lui donner des raisons convaincantes de pourquoi il ne devrait pas. C'est ce que moi j'entends par éducation stricte déjà. Alors, quand il n'y a pas de communication entre les parents, ça veut dire que l'enfant ne peut pas venir en toute sérénité vers toi pour te dire « Maman, je crois que j'ai tel problème » ou « Papa, je pense que je pense si ». L'enfant ne peut pas venir te parler. Et ça, c'est déjà dangereux. Ça veut dire que tout ce que l'enfant reçoit de l'extérieur ou de tout ce que l'enfant pense reste encaissé en lui. Ouais. Il n'évacue pas. Ou s'il évacue, il évacue avec des personnes de son âge, des amis, et des amis qui ne sont pas forcément matures aussi, et qui lui renvoient des informations qui ne sont pas forcément vraies ou efficaces pour son épanouissement. Et en plus, on sait que les enfants traînent beaucoup sur les réseaux sociaux, qui voient des choses qui ne sont pas vraies. Déjà, je prends Instagram, où les choses sont tellement fausses. Tu vois des influenceurs en griffes qui prennent des photos, qui ont des formes que nous qualifions d'idéales dans la société, alors que c'était des filtres, ou alors que c'est de la chirurgie. Mais ils ne vont jamais le dire. Donc l'enfant continue de penser que c'est normal, et l'enfant commence à complexer, par exemple. Et l'enfant ne peut pas venir vers le père ou vers la mère lui dire « J'ai vu telle chose sur les réseaux, ça m'a plu, ou ça m'a fait quelque chose, et je me dis que si seulement j'étais comme ça. » C'est triste, l'enfant ne peut pas venir. Donc l'enfant se retourne vers son ami ou un camarade et lui dit « J'ai vu telle personne. » La personne, quand elle aussi, elle vient d'une famille stricte, ils vont ensemble se traîner vers le mur. Et ce n'est pas forcément bien pour l'épanouissement de l'enfant. D'accord. Alors, le constat est que la jeunesse actuelle est en crise d'assurance et de confiance en elle. Oui. Quelles peuvent être les conséquences à long terme d'un manque de confiance? Les conséquences à long terme d'un manque de confiance. Oui. Benjamin, je te laisse commencer. Oui, on va aller très rapidement parce qu'il ne nous reste plus. Oui. Ok, je pense déjà qu'on aura une société très désorientée, une société de rebelles. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, on accepte automatiquement ce que l'autre nous apporte comme information, ce que l'autre nous apporte comme nouveauté. Et quand vous avez des gens comme ça, moi je les appelle des individus clignotants, des gens qui ne sont pas fixes et ils acceptent facilement ce qu'on leur apporte comme information. Et donc ces gens sont a priori des rebelles. Ils vont se révolter contre la norme sociétale et vont vouloir changer les choses à tout prix. C'est la première conséquence. Maintenant, en dehors de cela, on aura aussi des gens qui, dans la société, ne vont pas vouloir persévérer. Et si nous prenons l'exemple de Thomas Edison, qui a pris
1000 exemplaires ou encore 1000 essais avant de pouvoir obtenir ce qu'il veut. Si vous avez des gens qui ne sont pas persévérants dans ce qu'ils sont en train de faire, c'est que la société n'aura pas de très belles découvertes, puisque on n'a pas des gens qui persévèrent. Parce que quand vous avez par exemple un ventre qui ne vous sied pas et que vous voulez par exemple l'arranger, vous allez dans les salles de gym, mais il faut persévérer dans ce que vous êtes en train de faire parce que vous avez un horizon à atteindre. Et pour atteindre cet horizon, vous devez donc faire quelque chose. Et c'est cette chose-là que vous voulez faire. C'est ça qui vous pose un certain nombre de conditions. Maintenant, en dehors de cela, nous risquons aussi d'avoir une société qui n'est plus trop ancrée dans le côté religieux. Quoi qu'on dise, la religion joue un rôle éthique dans la société. Toutes les religions disent la même chose. Aucune religion ne prône le vol. Aucune religion aujourd'hui ne prône les commérages, les insultes. Et donc, quand vous êtes dans une société où le complexe est exagéré, on risque aussi d'avoir un côté religieux de la société qui n'est pas au même niveau que ce qu'on aurait souhaité. D'accord. Alors, très rapidement, quelle solution pour remédier à cette crise de confiance? Déjà, première solution que je donne, épanouissement dans la famille. Parce que quand l'enfant grandit dans un environnement déséquilibré, forcément, les complexes, les spécialistes et les psychologues ont démontré que les problèmes de l'adolescence commençaient depuis l'âge entre 7 et 10 ans. L'enfant encaisse les mauvaises ondes et les mauvaises informations qui ensuite commencent à ressortir dans l'adolescence et pendant la puberté. Donc, je crois que la première solution serait d'éduquer les parents à donner un environnement épanouissant et positif à leurs enfants. Première solution. Deuxième solution, parler, échanger avec les adolescents, leur montrer le chemin de l'assurance de soi et de la confiance en soi, et aussi, surtout, les motiver sur les conséquences que le non-traitement de ces complexes et de ces déséquilibres-là pourrait avoir sur leurs avenirs. Parce que quand on parle d'avenir, ça tique beaucoup plus dans le cerveau, et voilà, je pense que c'est les solutions que je peux préconiser. D'accord, merci Céline pour tes conseils, pour tes solutions à ce problème. À vous mes invités, Benjamin, Céline, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir. Eh bien, c'est la fin de cette émission, c'est la fin de votre émission et nous, merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions avec Benjamin Somali-Olo, qui est acteur culturel et amoureux des livres, et aussi avec Céline Egbechou, étudiante à la faculté à la FASEC, à l'université de Lomé. Elle est également entrepreneur. Moi, je suis Méchak Nyaro. Nos programmes se poursuivent. On se dit à très vite. Au revoir.